un petit peu comment je travaille sur la binoculaire, sur une de mes deux binoculaires, puisque j'en ai deux. J'en ai une qui est reliée à un PC, qui est ici, qui est un ancien PC de gamer qui a été détourné pour l'occasion, parce que mon neveu ne s'en servait plus. Donc je l'ai récupéré pour l'adapter à l'utilisation de la binoculaire, la trinoculaire, pour être précis, et l'observation des microfossiles. La deuxième binoculaire que j'ai était une binoculaire plus ancienne, qui a que 2 oculaires, et qui me permet de faire du tri de manière prolongée. Alors quand je dis prolongée, moi je ne fais pas du tri pendant 10 heures d'affilée comme certains. J'en fais 1 heure ou 1 heure et demie grand maximum, parce que ça fatigue assez rapidement l'œil, et pour des gens qui sont pas forcément habitués, c'est assez déstabilisant les premières fois. Moi en l'occurrence, ça fait presque 20 ans que j'en fais, donc je commence à être rodé entre guillemets, mais malgré tout la fatigue du soir ou de la vie fait que utiliser la binoculaire de manière récurrente est un peu difficile. Donc c'est pour ça que j'en fais pas plus d'1 heure, 1 heure et demie maximum, en sachant que les sédiments préparés, c'est bien la partie la plus lourde, la plus longue, la plus compliquée à mettre en œuvre pour pouvoir avoir à disposition un sable. Moi, en l'occurrence, ce sont des sables, généralement, ou éventuellement des marnes, et ça c'est encore un autre travail, qu'il faut tamiser, laver, relaver, retamiser, parfois employer des acides. Enfin bon, il y a tout un tas d'opérations à prendre en compte, et avant d'obtenir quelque chose qui soit sec et tamisable, et surtout triable sous binoculaire, il peut se passer 7 ou 8 opérations successives, depuis le prélèvement sur le terrain, au domicile, ou en laboratoire pour ceux qui travaillent dans des laboratoires. Et donc ce sont des opérations très longues, très fastidieuses, qui doivent être réalisées non pas en traitant plusieurs types de sédiments en même temps, mais bien les uns après les autres, ceci dans le but d'éviter tout type de pollution. Parce que si vous avez, comme moi, de l'hyprésien, puis que vous retrouvez des éléments du Trias dedans, c'est qu'il y a une pollution. Et donc là, tout ce qui est trouvé dedans est sujet à caution. Alors, là, c'est un exemple, hein, parce que c'est un exemple que j'ai déjà vu auprès de certaines personnes, mais ça peut être n'importe quoi. Ça peut être de l'hyprésien avec du bardonien, du lutétien avec du jurassique, enfin, j'en sais. Voilà, il y a plein de possibilités. Voilà, il faut absolument traiter les sédiments un par un. Jamais traiter des lots avec les mêmes tamis, parce que entre chaque phase, moi, ce que je fais, c'est que je les nettoie le plus correctement, et je veille à ce qu'il y ait de moins en moins possible d'inclusion dans les mailles, parce que là, c'est une source de confusion majeure. Voilà. Bon, venons maintenant directement à la binoculaire. On va voir ça. Alors là, donc sont installés l'ordinateur, hein, ici une tour, une unité centrale classique, un grand écran, ça c'est une récupération, un clavier et une souris si on en a envie. Moi personnellement, je préfère toujours travailler au clavier et à la souris. Et j'ai aussi une enceinte, ça c'est quand je fais le montage des vidéos. Maintenant, concernant la binoculaire elle-même, elle est ici. C'est un matériel que j'ai acquis l'année dernière sur le site, un grand site célèbre qui commence par A, qui finit par un N. Je vous donnerai pas plus d'informations, mais si vous voulez plus d'informations, je peux vous les donner par mail. Bon, le modèle est ici, hein, vous voyez, je ne cache rien. La seule différence, c'est qu'ici, il y a des éléments qui ont été rajoutés par mes soins, qui n'étaient pas présents sur ce modèle, et qui permettent de surélever et surtout de faire bouger l'objet que je peux photographier ou tout simplement observer sur l'écran. Comme là, on est sur une cas d'une dent de requin du Thanetien.
Donc ça, si j'utilise cette molette là, vous voyez, en la bougeant, je décale légèrement la dent. Je peux la décaler comme ça, je peux la décaler verticalement, donc horizontalement, verticalement, et éventuellement même l'augmenter un petit peu de profondeur de champ sans bouger le statif de la binoculaire. Donc ça, ce sont des éléments que j'ai assemblés avec la méthode on va dire classique qu'on utilise tout le temps quand on n'a pas d'autres idées, c'est-à-dire de la pâte à fixe. Là, en l'occurrence, de la pâte à fixe noire, ce qui évite à la fois d'être trop visible, mais en même temps, la pâte à fixe noire par rapport à la pâte à fixe jaune tâche nettement moins. Ne laisse pas de traces comme on le voit avec la pâte à fixe jaune, qui est une véritable catastrophe. Moi, je la bannis complètement. La pâte à fixe noire, comme ça, là, c'est très bien, c'est très efficace. Et ça permet de faire des montages solides, mais qui ne sont pas définitifs. Hein, c'est solide, mais c'est pas non plus, ça ne remplace pas une vis ou un clou. Donc là, c'est vraiment du remplacement temporaire. Voilà, donc ça me permet de monter en haut, de monter direction haut ou bas sur 25 mm. Ça c'est donc c'est un micro-élévateur pour normalement les micro-photographies. Et après j'ai le plateau XY qui vient aussi d'un autre type d'élément qui est utilisé en macro-photographie, qui permet de placer des objets. Et moi là je m'en servais pas et j'ai eu la très bonne idée, je pense, de l'utiliser à cet escient là. Alors autre élément à prendre en compte, là sur ce modèle de binoculaire est à livrer un anneau à LED. Un anneau à LED qui est commandé avec un petit boîtier qui est ici, qui permet de faire varier plus ou moins l'éclairage, voire de l'éteindre. Je ne vais pas l'éteindre parce qu'on va perdre la connexion, la visibilité à l'écran. Donc éventuellement là quand je suis sur la dent, vous voyez, j'ai mis un petit support ici, j'ai essayé de la positionner la plus droite possible. Une fois que je l'ai positionnée la plus droite possible, je vais pouvoir la déplacer latéralement, verticalement, je vais pouvoir la déplacer dans tous les sens. Et ça va me permettre notamment de zoomer sur des détails. Alors, ce qui est bien avec ce logiciel, le logiciel de la caméra qui est fourni, alors qui n'était pas fourni, excusez-moi, c'est une caméra qui est rajoutée ici dans le 3e oculaire, c'est une caméra de marque Eye. Ça permet de prendre à la fois des films et des captures d'écran, des photographies. Alors, on va le faire tout de suite, je prends la capture, vous allez voir, on clique ici en haut, hop, voilà, c'est déjà fait. Maintenant, il faut l'enregistrer. Moi, je vais la positionner dans un endroit du bureau. Je vais l'appeler Thanessien 1. Voilà. Et là, on a donc la première photo. Je vais faire la deuxième photo. Alors, là, potentiellement, avec cette dent-là, je pourrais très bien la faire en un seul bloc. Hein. Mais vous allez voir, je vais vous montrer comment l'assembler très facilement avec un petit logiciel gratuit. Donc là, j'ai capturé la deuxième partie. Donc je capture, j'enregistre également. Donc ce sont les mêmes raccourcis clavier que n'importe quel logiciel Windows. Donc là, en l'occurrence, CTRL S fonctionne très bien. Voilà. Qu'est-ce qu'il va me dire? 3. Voilà. Hop, je vais arrêter pour le moment. Alors on revient maintenant sur les photographies que je viens de prendre. Donc, comme je vous l'ai dit, des fois la profondeur ou la largeur de la photo nécessite de prendre un ensemble de photographies. Là, j'en ai pris que 2 parce que j'avais la place hein, théoriquement, mais c'est vraiment dans le cas pratique pour vous montrer comment on fonctionne. Voilà, j'ai 2 éléments. Maintenant, il va falloir que je les assemble, c'est-à-dire pour faire une seule photographie. Alors, il y en a certains qui pourront utiliser des applications qu'ils ont à disposition, comme Photoshop ou d'autres versions de logiciels
Enfin bon, il y a plein de types de logiciels gratuits. Cependant, moi je vous conseillerais d'utiliser ce logiciel qui s'appelle ICE, qui est de Microsoft. Alors, le seul problème, c'est qu'il n'est plus maintenu depuis très longtemps. Il n'est utilisable que sur les versions de Windows. Et par contre, je vais vous dire, ça marche du tonnerre. Des fois, j'ai quelques problèmes de prise d'assemblage. C'est souvent parce qu'il me manque certaines photos intermédiaires. Alors, je vais vous montrer. On l'a lancé, on fait nouveau panorama. On va chercher les deux éléments. Là, je prends cela. Alors, il faut que j'arrive à faire les deux. Hop. Il faut faire une sélection multiple avec contrôle. Bon, là, il n'y en a que deux, hein, donc ça va. J'ai fait des assemblages avec une dizaine de photos, une quinzaine de photos. Ça marche très très bien. Et après, une fois qu'on a les deux photos, on va simplement cliquer sur le bouton Stitch. Donc, ce qui veut dire assemblage. Voilà, il propose un assemblage. Donc, soit il nous plaît, soit il nous plaît pas. Moi, je vous conseille, dans les premiers temps, d'utiliser l'assemblage proposé. Généralement, il est très convenable. De faire crop, ça va dire, il va découper, il va vous proposer un découpage. Vous pouvez affiner ce découpage avec les bords là, qui vous sont proposés. Alors ça, c'est surtout dans le but de gagner de la place, de ne pas générer des trop grosses photos. Et puis ensuite, exporter. Et quand on fait exporter, moi, ce que j'utilise ici, c'est exporter en superbe. Superbe, c'est-à-dire en qualité maximum. Voilà, vous pouvez faire export to disk et là pareil, vous choisissez l'emplacement. Là, il vous propose un nom par défaut qui s'appelle Tanessien_Stitch. Soit vous laissez ça, Stitch et l'assemblage, soit vous mettez Tanessien final, par exemple, quelque chose qui vous soit plus parlant. Bon, là en l'occurrence, je ne l'ai pas créé de dossier, c'est une erreur, parce que normalement, il vaut mieux créer un dossier. Voilà, je ferme, je refuse de sauvegarder à nouveau. Et maintenant, vous pouvez observer qu'on voit la dent dans sa totalité. Alors là, elle est loin d'être parfaite, hein, parce que j'ai fait un exemple à la va comme je te pousse. Mais il aurait fallu que je prenne la possibilité ou le temps de faire des zooms avec la molette de la binoculaire qui est ici, pour zoomer et éventuellement affiner la profondeur de champ. Voilà, le but était juste de vous montrer l'utilisation de ce petit logiciel. Voilà, on va revenir après à la bino. Alors, toujours sur la possibilité d'utiliser la caméra, je reviens sur la binoculaire. Là, en l'occurrence, je ne vous ai pas encore montré certaines particularités, puisque là, avec la caméra, j'ai réglé une certaine hauteur, et surtout avec cet assemblage d'éléments qui ici me permettent de faire de l'assemblage de photographie, c'est-à-dire ce qu'on appelle du stacking. Alors moins performant qu'avec d'autres types d'appareils photo numériques vraiment dédiés. Ceci dit, je l'ai testé et c'est pas si mal que ça. Reste qu'il faut surtout pas bouger, et là en l'occurrence je suis sur une table à roulettes, c'est pas forcément la meilleure solution, mais bon, ça fonctionne, dans le principe ça fonctionne. Maintenant, ce que je peux vous montrer, c'est que si là on a la dent qui est visible ici, là donc toujours, hein, elle est sur mon écran, mais également sous la binoculaire. C'est quand même un peu logique, c'est là qu'on peut l'observer. Eh bien, en jouant avec cette molette, hein, je vais pouvoir zoomer. Alors là, je ne sais pas si on va le voir, voilà, je vais zoomer. Alors, il ne faut pas que je bouge l'objectif en même temps, parce que ça, c'est pareil, ça fait partie des spécificités de cette binoculaire, c'est qu'elle a une tête qui bouge. Et voilà, par exemple, là, je peux zoomer, notamment sur les bords de la dent. Alors, comme c'est une binoculaire qui peut agrandir une quarantaine de fois, ou éventuellement s'en servir comme option de tri tout classique, il suffit juste pour ça de basculer ici, on a un espèce de bouton, enfin de tige. Si je la chante, vous voyez, maintenant je n'ai plus du tout accès à la caméra. Par contre, je pourrais aller voir en direct, en vue directe. Voilà, donc j'étais en vue directe.
Là, c'est pas terrible, hein, il faut que je fasse des réglages pour ça. Ceci dit, en vue caméra, on voit qu'on peut encore grandement zoomer, améliorer un petit peu la définition, notamment là sur les bords de la dent, on voit très bien que c'est translucide. Et ici, on voit les plissotements sur la face interne du requin, donc c'est une autre particularité. Alors, on peut toujours prendre des photos, on peut également faire un film. Alors, sauf que c'est un petit peu plus chiant, le filmage, mais bon, c'est encore gérable. Il faut définir certains types de paramètres qui nous sont imposés. Voilà, remplacer et terminer. Et à partir de ce moment-là, là, je commence à filmer. L'objet est en cours de filmage. Donc, tout ce qui se passe à l'écran est filmé et va ressortir sur un film au format que j'ai présélectionné. Alors, vous voyez, s'il y a des éléments qui sont pas nets, ben, il faut absolument rétablir la netteté au même moment. Donc, généralement, j'utilise ça pour montrer le tri de certains types de sédiments et non pas la mise au point d'objets de plus grande taille. Surtout dont les profondeurs de champ, c'est-à-dire la hauteur, diffèrent. Voilà, mais c'est tout à fait gérable, hein. Là, c'est parce que j'ai la caméra en main. Voilà, je vais arrêter de filmer et on va aller voir ce que ça a donné en vidéo. Alors, c'est un peu long, parce que je vous dis, c'est un ancien PC qui a peut-être pas loin de 10 ans maintenant. Donc, l'air de rien, ça change pas mal de choses. Là, on est quand même sur des caméras HD. Donc, c'est haute définition qui génère des gros volumes d'images. Donc ça commence à faire des choses pour ce genre d'éléments. Alors là voilà la vidéo. Que je ne dise pas de bêtises, vous voyez, j'ai filmé. Et bon, on voyait pas grand chose, ça bougeait un peu, mais ça permettait quand même de voir qu'il y avait un mouvement à l'écran et d'observer. Donc je vous dis généralement je fais ça avec du sédiment. Que j'ai trié ou que je vais trier, et ça me permet de montrer le tri des sédiments. Puisque moi, on va dire, une de mes particularités, pour ceux qui l'ont vu sur la chaîne, c'est d'aller chercher des sables, bien sûr in situ, dans les sites, sur les carrières, mais ce n'est pas faire que des gros éléments, c'est de profiter pour ramener et étudier un petit peu tout le contenu faunistique qu'on peut avoir dedans. Et ça implique, donc je vous dis, des tamisages, des lavages, des conditionnements, des recalibrages. Enfin bon, j'en avais déjà parlé dans une vidéo l'année dernière, vers mai, quelque chose comme ça. C'est vraiment quelque chose qui prend énormément de temps et qui est pour beaucoup pas très intéressant parce que on n'aura rien de gros à mettre en vitrine. C'est pas le but de la manœuvre, c'est pas le but du truc, c'est de trouver des petits éléments. Alors souvent ce sont des micro-dents, ce sont des micro-os, des micro-gastéropodes, enfin voilà, éventuellement des micro-otolithes, des choses qui sont souvent passées inaperçues parce que esthétiquement parlant et financièrement pour certains, ça n'a pas d'intérêt. Alors que, bon, dans ces éléments-là, il y a énormément de choses nouvelles à trouver. Alors, rien que l'année dernière, j'ai trouvé au moins 4 nouveaux trucs qui n'avaient pas encore été signalés dans le bassin parisien. Et bon, ça sera peut-être un de ces jours publié ou pas, mais en tout cas, moi, je sais que je les ai trouvés, et le boulot que ça m'a pris, c'était quand même la récompense. Voilà, il y en aura certainement d'autres. Il y en a déjà d'autres que j'ai trouvés qui ont été publiés, et puis il y en a d'autres qui sont en cours. Voilà. Donc ça, c'est aussi de montrer qu'on est loin d'avoir tout trouvé en région parisienne. Mais alors, très très loin, je vous le dis tout de suite. Bon, allez, à bientôt.